Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans cette ronde numéro 4 du DTC League de janvier. Aujourd'hui, on continue la ligue de Voja, cette fois-ci qui affronte Glarb. On attaque immédiatement, c'est le joueur de Voja, donc Benzi, qui débute avec une Utopia Sprawl. Et même pas le temps d'arriver que c'est déjà contré avec un Mental Misstep. Pour le coup, Mathieu a payé 2 points de vie étant donné qu'il n'avait pas de mana up. Je pense qu'il s'agit d'un match-up assez intéressant, dans lequel on va voir s'affronter un Elf Ball, donc un plus ou moins aggro mid-range, contre un peu plus mid-range patient contrôle, on va dire, avec Glarb. Glarb, si jamais il arrive à résoudre, et du coup Mathieu se dégager avec son général, va commencer à faire vraiment beaucoup de mana value, enfin de générer de card advantage avec les cartes du dessus de sa bibliothèque, étant donné que son deck a été construit de façon à avoir des valeurs de mana de 4 ou plus et des terrains. Enfin, en quantité un peu plus élevée qu'un deck contrôle classique. Benzi rampe dans les premiers tours avec un Steve, donc un Sakura Tribe-Elder, qui a été posé au T2, sacrifié à la fin du tour adverse pour ramper, et dégagé avec 3 mana. Ça ne sera pas suffisant pour faire Voja au T3, ce qui aurait pu l'être si l'Utopia Sprawl l'avait résolu. Mais ça va lui permettre de pouvoir proposer soit plusieurs drop 2 ou 1 ou 2, soit un gros drop 4. Sachant que Mathieu a 2 mana up, il faut quand même faire attention parce qu'il représente un contre. À voir si on rentre dans ces contres avec plein de petites bêtes embêtantes, ou est-ce qu'on essaye de résoudre des sorts incontrables ou des capacités qui vont venir l'embêter, ou du moins le disrupter dans son plan de jeu. On décide de jouer un drop 3, donc à savoir Marwyn, qui est un elfe qui ajoute du mana proportionnellement à sa force et qui grandit en fonction du nombre d'elfes qui arrivent en jeu ultérieurement. C'est contré avec un Loose Focus, donc qui demande de payer 2 mana supplémentaires. Et il se trouve que Benzi n'en avait qu'un seul. Donc il en profite que son adversaire soit totalement engagé pour fetcher, probablement soit un Surveillant s'il n'a pas d'autres sorts à lancer, soit un petit Dork, a priori. On va voir ça immédiatement. Là, Benzi est plutôt en position de force, on va dire, puisque c'est lui qui commence et qu'il a déjà un avantage sur le mana. Sachant que son deck est composé de créatures en général qui vont avoir un bas coût, il va pouvoir en lancer plusieurs à la suite. Donc, j'en ai déjà parlé lors des précédentes vidéos. Le deck de Benzi n'est pas tout à fait optimisé au niveau de la mana base, il ne jouait pas les Duel Land. C'est pour ça qu'il est allé fetcher un Raveland, donc un Temple Garden, où il a payé 2 points de vie pour le faire arriver dégagé et lancer son Elfe de la Noire. Pour 2 DT, du côté de Mathieu, donc là il va pouvoir aller chercher la meilleure carte de son deck. Étant donné qu'il a un mana up, on peut penser à une Force Spike ou une Daze ou un petit contre pour gérer la Voja qui va très probablement arriver au prochain tour. On peut penser également à Wash Away, qui pourra s'avérer être un contre plus pertinent s'il détape. À voir. Bon, il a déjà mélangé ses cartes, donc j'ai pas pu voir quelle carte a été tutorisée. Je pense à un petit contre à 1 parce qu'il a un mana bleu-noir de dégager. Je sais plus comment il s'appelle, c'est Shipwreck, quelque chose comme ça. C'est le Slowland bleu-noir. Bon, du côté de Benzi, on fonce tête baissée. Les contres, ça existe. Ça existe que si tu y crois. Si tu fonces tête baissée, ça y arrive pas. Et malheureusement, on dit que l'espoir fait vivre, mais là, c'est mort. C'est contré. Donc, effectivement, on était plutôt sur un wash away. Ce qui fait tout à fait sens. Et ce qui permet du coup à Mathieu de naviguer dans les premiers tours et d'arriver en mid, voire en late game, là où il va plutôt s'épanouir en termes de plan de jeu, puisque en fait il va avoir des bestioles type Murktide Regent ou comment il s'appelle, le nouveau la 5-5 pour 3 qui demande d'exiler 6 cartes. Ça me reviendra peut-être plus tard.
qui demande quand même un certain setup, notamment au niveau du cimetière, surtout là où je veux en venir. Pour 3 mana du côté de Benzi, on propose un nouveau Lord, un Lord Elf qui se prend un Tale's End. Donc effectivement, on voit que Benzi a bien fait quand il en avait l'occasion de fetcher en fin de tour adverse, parce qu'il aurait pu se prendre un effet de Stifle. Benzi continue à... Il envoie du gaz quand même, avec une Priest of Titania, qui ajoute un nombre de verts égal au nombre d'elfes qui sont en jeu. Petit tricks, c'est le nombre d'elfes qui sont en jeu des deux côtés. Donc si l'adversaire y joue pour x ou y raison un dork ou... j'ai un petit doute sur le type de Deathrite Shaman. Il me semble que c'est un elfe, mais je suis pas certain de mon coup. Ça pourrait ajouter un mana supplémentaire sur la Priest of Titania. Ah bah voilà, on a l'exemple concret. Effectivement, c'est un elfe. Donc là, typiquement, la prêtresse de Titania, elle ajoute 3 mana. Faut bien faire attention à lire ces cartes, typiquement. Ça aide à mieux les comprendre, quand même. Dans tous les cas, si on a un doute, les judges sont là pour nous. Donc là, je pense qu'il a payé un mana de trop. Puisque la prêtresse fait 3 mana. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il a payé un mana de trop. Bon, bah, on va dire qu'il a payé un mana pour le plaisir. J'espère juste qu'il va pas se prendre une mana Tice. Une Force Spike, pardon. Parce que sinon, c'est un peu triste. Bon, bah, c'est bien. Airtie contre Strict. Bon, qui fait piocher l'adversaire. Mais qui permet justement de poser une menace on board. Donc là, on est plus sur une approche tempo de Glarb. Avec cette sortie en tout cas. Où on va pouvoir aller chatouiller quel que soit le cimetière pour activer les capacités de Deathrite Shaman et appliquer une pression avec les 3 points d'airtaille. J'ai pas fait les maths, mais en 4 tours, ça peut être terminé. Surveillant du côté de Benzi qui met une Misty Rainforest directement au cimetière. La prêtresse qui fait un taf considérable quand même. Ça veut dire que dès le prochain tour, Voja peut être relancé à une 3e fois. Et là, c'est le festival. Glarb qui est joué par Mathieu. On regarde la carte du dessus. C'est une montagne. N'importe quoi. C'est un marais qui peut être joué directement depuis le dessus. Et pour peu qu'il y ait encore des sorts d'éphémères avec une valeur de mana de 4, pas forcément qu'on lance à 4, mais avec une valeur de mana de 4, on pourra les jouer directement depuis le dessus de la bibliothèque. On pense typiquement à des sorts avec la fouille, qu'on peut lancer pour moins de mana que 4. Des sorts avec X, typiquement Logic Note, donc nœud logique qui a la fouille, peut être lancé comme un counterspell pour 2 bleus, depuis le dessus de la bibliothèque, pour peu qu'on delve 2 cartes, vu que la valeur de mana sur la pile sera de 4. Pas le temps de s'ennuyer. Alors, il a un nom un peu technique celui-là. Joraga Warcaller, qui est lancé du côté de Benzi. Alors, je crois qu'il y a une légère incompréhension au niveau du timing et comment lancer correctement un sort avec multi-kicker. Donc, Benzi engage 1 mana et il est censé payer son multi-kicker, donc autant de fois qu'il veut un mana incolore et un mana vert, pour faire arriver le Joraga avec X marqueur +1/+1, X étant le nombre de kicks qui ont été payés. En l'échange de quoi, sa créature va donner +1/+1 à tous les autres elfes en jeu, qu'on contrôle, X étant le nombre de marqueurs +1/+1 qu'elle a sur elle. Bon, effectivement, c'était pas si pertinent parce que ça s'est mangé son meilleur Memory Lapse. Donc, contré au-dessus de la bibliothèque. On ajoute 3 mana. Je pense qu'en fait, Benzi n'a pas fait le lien avec le fait que la prêtresse, elle ajoute du mana pour le nombre d'elfes qui sont des deux côtés. Donc si jamais tu passes par là, Benzi, au moins tu auras l'info pour les prochaines fois. Chandler Initiate, qui pour le coup n'est pas un elfe, mais qui agit en gros comme un dork. C'est une magnifique 3-4 qui arrive en tant que 0-1, et on peut retirer des marqueurs -1/-1 qui lui ont
qui sont dessus quand elle arrive en jeu, pour ajouter du mana. Donc c'est une bête qui est vraiment sympa dans le sens où elle arrive avec un downgrade, mais elle subgrade au fur et à mesure en fonction du nombre de mana qu'on ajoute et donc des tours qu'on passe. En fin de tour, Mathieu active Deathrite Shaman. J'ai pas bien vu ce qu'il avait exilé, il me semble que c'est sa propre Mental Misstep. Ah, et donc phase de dégagement, entretien. À l'entretien, Mathieu lance le Waterlogged Teachings pour tutoriser un éphémère ou une carte avec le flash. Il peut le faire depuis le dessus de sa bibliothèque, étant donné que la valeur de mana du Teachings est de 4. Il aurait pu également jouer le Teachings du côté terrain. Bon, pas à l'entretien évidemment, mais étant donné que c'est une MDFC et que du coup les deux faces sont jouables ou lançables depuis le dessus de la bibliothèque. Donc là, on a 2 mana up, on va chercher un counter spell. Avec un peu de chance, il y aura des terrains au-dessus de la bibliothèque ou en main. C'est là qu'on voit vraiment le card advantage qui est capable de proposer Glarb. Je me remets un petit peu dans mes tournures de phrases, c'est terrible. Typiquement avec les effets de Future Sight. Donc en fait, on regarde la carte du dessus de notre bibliothèque et selon X ou Y conditions, on peut les lancer. Portent, donc c'est un pondeur avec un petit délai, on va dire, qui permet de regarder les 3 cartes du dessus de la bibliothèque du joueur ciblé, ça peut être l'adversaire. Ensuite, soit on les mélange, soit on les remet dans l'ordre de notre choix et on pioche une carte au début du prochain entretien. Très souvent au début du tour de l'adversaire. Sauf cas où on a Teferi, Temraveler, etc. On active DRS pour ajouter un mana noir en exilant un fetch et lancer un Fatal Push. Il était temps sur la Titania, la prêtresse de Titania, pardon. Ce qui va considérablement ralentir la quantité de mana et l'accélération de Benzi. Voja, elle coûte 9. C'est pas la porte d'à côté, mais avec des cartes comme typiquement comme le Castle Garambrig, c'est tout à fait jouable dans un deck dont le but est d'assembler une quantité faramineuse de mana et où quasiment toutes ces créatures et une bonne partie de ses sorts ajoutent du mana. Donc là, en fait, mine de rien, il a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 s'il active son Castle, 7, 8, 9. Donc dès le prochain tour, même sans lander, il pourrait techniquement relancer son général. Bon, du coup, on relance le Joraga Warcaller. A priori, cette fois-ci... non, toujours pas, j'ai rien dit. J'allais dire, il a bien payé son multi-kicker, mais non. Puisqu'on voit bien quand on lit le multi-kicker que c'est... Vous pouvez payer en coût additionnel un mana vert, un mana incolore, autant de fois que vous le souhaitez quand vous lancez ce sort. Le follow-up, c'est une Elvish Champion qui donne +1/+1 et traverser des forêts, me semble-t-il. En l'occurrence, on voit un magnifique bayou, qui est une forêt, donc qui rendrait tous les elfes. Ça comprend également le Deathrite Shaman, parce que c'est les anciens wordings des lords qui ont été actualisés, mais qui sont symétriques. Je ne sais plus exactement comment dire, mais c'est des deux côtés. Bon, quoi qu'il en soit, il se prend Logic Note. On exile quelques petites cartes du cimetière. Benzi passe son tour. Assez logiquement, Mathieu profite de la capacité de son général à faire un Surveil 2. Donc à savoir regarder les 2 cartes du dessus, choisir dans quel ordre on veut les remettre. Et si on n'en veut pas, on peut les mettre au cimetière. À l'entretien, la même technique qu'au tour précédent, sauf que cette fois-ci, c'est pas un tutor, c'est un removal. Donc Murderous Cut. Pour un petit mana noir, on exile 4 cartes de notre cimetière et on détruit la créature de notre choix. Mathieu, quand on met bout à bout les petits avantages qu'il arrive à dégager avec sa command zone, ainsi que des cartes comme celle qu'il est en train de lancer, Lorien Revealed, se trouve avec une main remplie, donc d'interactions, que ce soit des contres ou des removals,
Là où son adversaire Benzi va déjà jouer des cartes qui vont être intrinsèquement moins bonnes, étant donné que ça va être principalement des petits elfes, qu'on n'a pas forcément envie de piocher, passer les tours critiques 5, 6, 7. Et donc c'est là qu'on voit que le plan de jeu de Mathieu est sur des roulettes. Il a sa cloque avec son airtile, ainsi que son Death Red Shaman qui va pouvoir grappiller des points de vie au fur et à mesure. Donc là, on sent que l'emprise de Glarb, donc du gros crapaud, arrive tout doucement. Et que ça commence à être vraiment compliqué pour Benzi de s'en sortir. Parce que là, la partie est un petit peu enlisée. Cela dit, Benzi est à 9 points de vie. Ça peut se clôturer assez rapidement. En plus, Mathieu joue une exploration. Donc il va pouvoir lander 2 fois par tour. Et donc faire encore plus de value. On voit, alors il est planqué à droite en dessous de ses terrains, mais il a une prismatique vista. Donc si le dessus de sa bibliothèque ne lui plaît pas, il peut toujours le remélanger. Puis globalement, comme il est à 14 avec a priori 2 ou 3 contres en main, et il a toujours son counterspell d'ailleurs, avec 2 ou 3 contres en main, il n'a pas peur de grand chose. Donc là, Benzi va falloir proposer quelque chose de très pertinent, sinon ça va être compliqué. Sachant en plus que la cloque continue de tourner, et quand on affronte un adversaire contrôle en tant que joueur d'aggro, il faut quand même savoir se rendre compte de l'état du board state, de se dire est-ce que j'ai des outs, est-ce que j'ai une certaine capacité dans mon deck à retourner la partie. On peut penser typiquement à des cartes comme P-Wave qui peuvent retourner des parties. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas avoir peur de concéder la première, débuter la deuxième, pour se laisser le temps, si on gagne la deuxième bien évidemment, de jouer une troisième partie et donc potentiellement même en arrivant au tour additionnel de pouvoir remporter ce match. En l'occurrence, Benzi a eu, je pense, cette lucidité. Il a dit bravo Mathieu, t'as remporté la première. Je débute la deuxième, d'ailleurs avec un excellent bout de carton, à savoir Delighted Halfling. Mathieu, conscient que c'est une carte qui va l'embêter parce que ça rend les sorts légendaires incontrables, joue un Unable to Scream, qui la transforme en 0-2 créature artefact, c'est important de le noter aussi, qui perd tous ses autres types. Là, Benzi, c'est le moment d'appuyer. Ah, purée. Des dorks, c'est dommage. Il aurait fallu vraiment des... Après, double dork, en vrai, c'est pas si mal. Green Sun Zenith qui va pouvoir aller chercher Dryad Arbor. Donc le terrain forêt. Enfin, le terrain créature, pardon. Faut vraiment punir à chaque fois que Mathieu va se tap out. Et du coup, le forcer à se tap out. Alors, petite mention également que Benzi est un joueur expérimenté, dirons-nous, et qu'il a connu le temps où on pouvait mettre Dryad Arbor parmi ses terrains. Donc je sais que dans la suite de la vidéo, il va la laisser parmi ses terrains. C'est tout à fait clair pour les deux joueurs, Mathieu étant aussi un joueur expérimenté, ça ne posera aucun problème. Théoriquement, les règles ont évolué et toutes les créatures doivent être devant les terrains sur le champ de bataille. Pour que ce soit plus clair et éviter les cas de figure où il me semble que c'était Gabriel Nassif qui s'était fait avoir sur un play un peu sharky comme ça où une Dryad Arbor était planquée dans les terrains et hop, comme par magie, elle apparaît pour bloquer le moment opportun. Mathieu, pendant que je vous fais un petit fait historique, nous joue une Psychic Frog qui en l'occurrence est une carte assez récente qui a retourné plus d'un format. Beast Whisperer qui est joué du côté de Benzi. Psychic Frog, bon carton. Hein. Ça arrive dès le tour 2 et ça pose une pression qui est quand même très considérable. En plus, des fois, il y a juste des parties qui se résument à « Tu veux bolt mon frog, je défausse 2 cartes, il devient 3-4, potentiellement avec le vol, tu pourras plus le passer. » Ouais. Contre des decks qui jouent ni blanc ni noir, bon, en l'occurrence, Benzi joue pas énormément de removal, donc Frog, c'est vraiment quelque chose d'embêtant.
Après, je comprends tout à fait le parti pris de Benzi qui se dit « Je suis la menace, je joue tous mes accélérateurs, mon kill, c'est ma command zone, et si je n'arrive pas à passer au board, c'est que dans tous les cas, j'ai perdu la partie. » C'est un parti pris qui se défend, un peu audacieux parce que on n'est pas très flexible par rapport au deck adverse. Et typiquement, quand on voit des frogs qui sont résolus, ça peut vite devenir problématique. Sachant que le deck de Mathieu, c'est une pile de counterspell et de removal, ouais. Son plan de jeu s'en voit tout de suite amoindri. Alors, je me souviens plus comment il s'appelle, le terrain, il me semble que c'est Okina, si je dis pas de bêtises. Le terrain légendaire de Kamigawa premier du nom, qui dit soit on ajoute un vert, soit on paye un vert, on l'engage, et une créature légendaire ciblée gagne +1/+1. Donc, en l'occurrence, Glarb, il n'y a pas de rouge dedans, donc il n'y a pas de removal basé sur des blessures, mais ça peut venir induire en erreur l'adversaire et le faire se planter un peu à la façon de Eganjo Castle, qui prévient des blessures sur une créature légendaire. Benzi enchaîne avec un, je crois que c'est Cemetery Prowler, qui est une 3/4 qui permet de faire un petit effet de Gravate et de réduire les sorts qui sont du type exilé par le gros loup. Bon, en l'occurrence, ça se prend Counterspell. Globalement, c'est assez bon signe quand on se prend un strict Counterspell, parce que ça veut dire que l'adversaire, il n'avait pas de contre un peu moins bon qui était suffisant pour contrer le sort. Je ne sais pas si c'est clair dans ce que je viens de dire, mais si jamais mon adversaire avait une mana leak ou éventuellement une memory lapse, il aurait probablement préféré la jouer plutôt que jouer son counterspell qui est vraiment le contre universel. Bon, Glarb, il nous fait des glarberies, il révèle la carte du dessus, c'est un terrain, paf, je te la mets directement en jeu. Suffit qu'il ait un sort, encore une fois, avec la fouille ou X ou Y façon de réduire la valeur de mana de notre sort, et il pourra la lancer du dessus de sa bibliothèque. Biophagus, qui est une carte que j'ai redécouvert grâce à Benzi, qui est vraiment pas mal dans le sens où les elfes, ça a tendance à avoir des stats un peu limitées quand il n'y a pas de lord en jeu. Biophagus, ça permet justement de rajouter ce petit point de stat d'attaque et d'endurance qui pourrait manquer pour avoir des créatures qui soient quand même assez solides et qui tiennent le board. Ensuite, on a un Beast Caller Savante, qui est une petite 1-1 célérité pour 2, qui ajoute du mana de la couleur de notre choix. Par contre, c'est que pour lancer des sorts de créatures. Le terrain, donc le pathway blanc-rouge, du côté blanc est joué par Benzi, qui nous enchaîne vraiment là les dorks, avec un Paradise Druid qui a le bon goût de ne pas se prendre de removal tant qu'il est dégagé, puisqu'il a la défense talismanique. Alors, du dessus de la bibliothèque, on a encore un terrain. Voyons voir quel va être le follow-up de Mathieu. Ça peut tout simplement être juste je te poutre à coups de frog, je fais ma value et puis je t'attends avec ma main pleine de contre, dans le sens où Voja elle passera jamais. Faut faire attention parce qu'il y a quand même quelques petits slots un peu épicés dans le deck de Benzi que je vous invite à consulter. D'ailleurs, les deux decklists sont soit en commentaire épinglé, soit en description de la vidéo. Il y a quelques petits slots qui permettent justement de battre contrôle, enfin en tout cas counterspell. Ah oui, aïe. Là, le Mitouk qui fait mal. Donc Mitouk, à x égale 3 qui plus est, peut être lancé depuis le dessus de la bibliothèque. Il va mettre -3/-3 à toutes les créatures. Les choses étant bien faites, tout le board de... Alors, j'interromps cette phrase pour vous annoncer qu'en fait, petit bug de la caméra, je suis vraiment désolé. En l'occurrence, la fin de la ronde n'a pas été filmée, ainsi que la suivante, ce qui fait qu'on va attaquer après directement la ronde numéro 6, où on verra s'affronter Malcolm,
contre, il me semble que c'était Vohar, c'est ça, Vohar Reanimator. C'est donc le joueur de Glarb, Mathieu, félicitations à lui, qui a gagné ce BO dans une victoire écrasante 2-0. On se retrouve non pas dans 3 jours, mais dans 1 semaine, étant donné que le résultat du pôle que j'ai passé ce matin était qu'on va alterner une ronde d'Akirisilas et une ronde du DTC League. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Totoro pour l'entre du deck.